Mesdames, Messieurs, comme il est de tradition, avant la table ronde de l'histoire qui va commencer d'ici un petit moment, il me revient de remettre le Grand Prix des Rendez-vous de l'Histoire de Blois au lauréat qui a été désigné cette année par le jury, que j'ai l'honneur de présider, mais je parle là au nom du jury, cela va de soi. Et cette année, comme vous le savez sans doute, puisque ça a été publié, il n'y a pas de secret là-dessus à l'avance, le Grand Prix des Rendez-vous de l'Histoire a été accordé à M. Fabrice Langronier pour son livre qui s'appelle « Voisins de passage, une micro-histoire des migrations » aux éditions de La Découverte. Et donc maintenant, c'est à lui que je vais m'adresser avant de lui remettre ce diplôme. Tous ceux qui fréquentent Blois depuis maintenant 27 ans, et ils sont nombreux, je ne compte pas tous ceux qui sont nés dans l'intervalle et qui commencent à venir au rendez-vous de l'histoire pour renouveler le public, savent qu'il y a 1000 manières d'écrire l'histoire. Et je crois que le jury du prix a, en quelque sorte, suivi les évolutions. Il suffit de se promener déjà dans le salon du livre pour en prendre conscience, mais si vous preniez les derniers Grands Prix qu'on a remis, vous découvririez que nous avons aussi bien couronné de vastes synthèses couvrant des siècles et des millions de kilomètres carrés, comme par exemple l'année dernière, mais parfois aussi un personnage célèbre, un événement, un massacre d'Indiens à l'Aube, par exemple, il y a quelques années, ou bien des séries de petites histoires, comme celle que racontait Timothy Brook dans Le Léopard de Kubilai. Monsieur Langronier, vous avez choisi, vous, autre chose. Votre livre s'appelle, en sous-titre, « Micro-histoire des migrations ». Personnellement, je me demande si ce sous-titre n'est pas exagéré. Parce que ce n'est pas de la micro-histoire que vous faites, c'est presque de la nano-histoire. On peut presque dire ça. Ces voisins de passage, c'est en effet un tout petit monde, non pas au sens où l'entendait David Lodge, mais un tout petit monde qui tient en 4 immeubles. 4 immeubles de l'avenue de Paris à la Plaine Saint-Denis. On connaît bien les numéros, 96 au 102. Ça fait bien 4 immeubles, plus ou moins rutilants, pas trop rutilants, dans cette banlieue industrielle qui est vraiment le cœur de la banlieue industrielle de Paris. Donc un tout petit monde, disais-je. Mais quand on a refermé le livre, on comprend que le mot important, c'est monde. Car dans ces 4 immeubles, vous nous faites découvrir un monde bien plus vaste que ce qu'on pouvait imaginer. Vous avez fait des décomptes, d'ailleurs. Il y a beaucoup de chiffres dans vos livres, mais ils ne sont jamais inutiles. Au contraire, ils nous éclairent constamment. Durant ce demi-siècle que vous étudiez, entre 1880 et 1930, c'est plus de 4000 personnes que vous répertoriez, que vous voyez passer. Peut-être même, c'est peut-être plus proche de 4500, il me semble souvenir, que de 4000, venant de 23 provenances diverses, proches ou lointaines, je veux dire de provinces françaises, la Bretagne, ou de l'étranger, l'Italie, l'Espagne, la Pologne. Et puis de cette zone que je ne sais pas qualifier, parce que moi je m'occupe de périodes tellement anciennes que je ne connais pas ces périodes très récentes, l'Alsace-Lorraine, plus française, mais pas tout à fait allemande quand même, en tout cas dans le cœur des Français. On croyait plonger dans un coin minuscule de la banlieue parisienne et vous nous faites en fait parcourir le monde. Ces voisins de passage, vous les scrutez avec soin. D'où viennent-ils? Arrivent-ils seuls ou en famille? Et quand ils arrivent en famille, dans quel ordre? Tous ensemble ou de façon espacée? Vous allez chercher les détails les plus minuscules et à chacun de ces détails, vous donner du sens. Pourquoi viennent-ils? Comment? Pour faire quoi?
car il y a bien sûr la verrerie Legras qui tient une place considérable dans leur environnement, mais elle n'est pas la seule, loin de là. Vous vous demandez comment ils cohabitent entre eux, comment s'entendent les Italiens, les Espagnols, les Polonais, les Français, etc. Comment se marient-ils? Et pour se marier, par exemple, il faut des témoins. Comment choisissent-ils leurs témoins? Vous voyez à quel degré de précision vous arrivez. Est-ce qu'ils repartent? Car il y en a qui repartent, et puis qui reviennent, et puis d'autres qui ne reviennent pas. Quels sont leurs liens avec les villages du sud de l'Italie ou d'Estramadour? Quelles sont les relations avec leurs familles restées au pays? Y en a-t-il ou y en a-t-il pas? Et là aussi, la variété des situations est grande. De même, tous ces gens-là ne vivent pas dans un monde clos, même si on donne l'impression que ces 4 immeubles sont un tout petit monde, comme je disais. Ils sont malgré tout dans la France qui vit, qui respire, et qui connaît des tragédies. La Grande Guerre, comment réagissent-ils face à ces événements majeurs qui affectent évidemment leur vie? Vous avez le talent de faire parler les archives les plus arides, en vous posant souvent des questions d'ailleurs inattendues. Vous n'ignorez rien de la vie de ce petit monde, y compris les aspects les moins reluisants, car vous n'idéalisez rien, ça c'est clair. Vous n'occultez rien, les conflits, la violence, les trafics. Les femmes y tiennent évidemment une place majeure, mais même si cette place est souvent occultée par le fait que leur activité paraît annexe. Par exemple, elles tiennent la boutique, le bistrot, etc. Et que souvent, évidemment, ce travail n'est pas directement rémunéré. Les enfants eux-mêmes tiennent une place importante. Ces enfants, qui sont scolarisés pour certains, mais dont aussi beaucoup sont ouvriers avant l'âge légal. Alors on les vieillit ou on les cache au moment des inspections, ça dépend. Et puis ces enfants qui font l'objet même d'un trafic, je pense notamment aux belles pages que vous avez sur les enfants du Mezzogiorno, confiés à des padroni qui les exportent, car c'est comme ça, je crois qu'il faut le voir, notamment vers l'usine Legras, la fameuse verrerie dont je parlais tout à l'heure. Ce monde de l'immigration, vous en montrez l'ambivalence qui dément si fortement les discours simplistes des politiques de notre temps. Un monde où l'intégration est si puissante que certains choisissent la naturalisation pour aller combattre sous le drapeau français, mais qui parfois, ou dans d'autres domaines, et chez les mêmes individus, peut être si faible qu'ils choisissent d'aller se marier au village, quitte à faire quelques milliers de kilomètres pour aller épouser dans la famille ou dans les proches restés au village. Il y a là un magnifique travail d'historien, une plongée dans des archives les plus diverses, l'état civil, les recensements, des registres de toutes sortes, des courriers privés. C'est aussi une illustration de l'abnégation du travail de l'historien qui passe des heures, des jours à dépouiller des archives dont peut-être dans le livre il restera une phrase ou peut-être même rien. C'est un travail donc superbe et de ce dépouillement minutieux vous tirez surtout un tableau extrêmement vivant, au point qu'on a envie d'aller sur les lieux que vous décrivez. Hélas, en vain, ce serait en vain, puisque l'avenue de Paris, qui était, dit-on, aussi large que les Champs-Élysées, nous l'avons tous emprunté sans le savoir, c'est tout simplement là qu'on a fait l'autoroute A1 qui traverse donc la plaine Saint-Denis avant d'arriver dans Paris. C'est donc un monde doublement disparu que vous décrivez. Mais tous ceux, c'est-à-dire nous tous, qui comptent dans leurs ancêtres soit des gens qui viennent de l'immigration extérieure, espagnole, italienne, polonaise, tout ce que vous voudrez, la terre entière en réalité, ou simplement des autres provinces françaises, nous sommes tous concernés et votre livre, d'une certaine manière, rappellera à tous des récits familiaux entendus de ci, de là, au fur et à mesure que nous avons la curiosité d'interroger nos parents ou nos grands-parents quand on en a encore.
Ce qui compte donc, c'est une description minutieuse, mais une description vivante et qui sans cesse nous rappelle que nous venons tous, d'une certaine manière, d'ailleurs. C'est un livre magnifique et c'est ce livre-là que le jury a choisi donc de couronner. Merci pour votre livre. Voilà le diplôme, et puis ça, vous ne perdez pas. Bravo. Alors avant toute chose, il faut que je vous révèle que je suis depuis ma plus tendre enfance un fervent admirateur de Maurice Sartre. C'est vous dire le bonheur qui m'étreint à cet instant précis. Mesdames et messieurs, Georges Perec, à qui toutes celles et tous ceux qui écrivent sur les immeubles doivent beaucoup, dit un jour que la vie mode d'emploi était, selon lui, un roman au pluriel. Je pense que l'ouvrage que vous me faites l'honneur, cher Maurice Sartre, mesdames et messieurs les membres du jury, l'honneur excessif de récompenser aujourd'hui, et dont vous êtes toutes et tous naturellement invités à vous procurer un exemplaire au Salon du Livre, je pense que cet ouvrage est un livre d'histoire au pluriel. Ce pluriel, d'abord, c'est celui des hommes, des femmes, des enfants dont il y est question. L'histoire, lorsqu'elle descend au ras du sol, pour reprendre le mot fameux de Jacques Revel, quand l'histoire monte et descend les étages, quand elle se faufile à fleur de plancher ou de trottoir, eh bien, elle parvient à donner, je crois, une couleur, une clarté, une chatoyance à ces vies évanouies des gens qui nous ont précédés. Alors je souligne sans réserve, et même avec ferveur, que nous devons continuer à questionner les évolutions des structures politiques, sociales, économiques, les grandes idées, les modèles culturels, les points de bascule collectifs. Tout cela est indispensable, et dans cette salle, dans ce festival, nombreuses et nombreux sont les spécialistes qui s'y attellent en bénéficiant du relais formidable des enseignantes et des enseignants de l'histoire. De tout cela, ce livre ne traite cependant pas directement, mais il s'en nourrit pour comprendre, 150 ans après, ce qui a pu se tramer dans les replis de quelques existences singulières, marquées en particulier par la condition ouvrière, par l'expérience de la ville, le thème qui nous réunit cette année, marquées aussi par les mouvements à travers l'espace. Le pluriel, pour y revenir, c'est aussi celui des identités, en particulier des allégeances ethniques, nationales ou raciales, plus contingentes et parfois moins décisives qu'on ne l'a longtemps cru. Il n'est peut-être pas anodin de le rappeler à l'heure où d'autres, aujourd'hui comme naguère, s'en servent pour enfoncer des coins entre des groupes sociaux que l'on oppose en les rigidifiant. Le pluriel, c'est également celui des archives et des témoins que j'ai interrogés, et c'est ce qui fait, je crois, tout le sel de notre discipline. Ce livre vous dira, ou vous a dit, à n'en pas douter, le grand plaisir qui est le mien, qui est le nôtre, de faire de l'histoire, de mener l'enquête, de farfouiller dans ces bottes de foin documentaires qui nous sont parvenus. Il y a un dernier S à ajouter, et j'en termine, celui des gens qui ont contribué à la conception et à la réalisation de ce livre. Leur nombre est trop vaste pour qu'ils puissent être toutes et tous cités ici, mais je ne les oublie pas. Et je voudrais remercier néanmoins explicitement l'équipe des très belles éditions de la Découverte, avec dans le désordre Pierre, Rémi, Pascal, Stéphanie, Thomas, Louise, Sylvain et Clémentine. J'ai aussi une pensée pour Agnès, Alexa et Théodora, qui ne sont pas là ce soir, mais qui sont toujours là avec moi. Et enfin, je voudrais assurer de ma gratitude profonde, sincère, toutes les historiennes et tous les historiens de talent, dont beaucoup sont à Blois ces jours-ci. Sachez que je vous lis, que je vous admire, et que c'est toujours une joie de cheminer en votre compagnie sur les sentiers ondoyants du passé. Je vous remercie.
vous avez tu as un peu d'eau? C'est bon. Allez, on y va. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là à cette heure tardive, après la remise de ce beau prix à Fabrice Tangrenier, pour un thème qui, peut-être, en a secoué quelques-uns. Je vais m'employer, avec votre aide à tous les trois, à prouver à Christophe de Gruel que peut-être haïr la ville, ça n'est pas un thème, une question si burlesque, que peut-être c'est un vrai sujet. Même si le titre, c'est vrai, par rapport à d'autres qu'on a pu entendre ces 3 jours, est un peu violent. Les hommes ne sont point faits pour être entassés en fourmilière, mais épars sur la terre qu'ils doivent cultiver. Plus ils se rassemblent, plus ils se corrompent. Les villes sont le gouffre de l'espèce humaine. On aura reconnu peut-être les premières pages, enfin, un extrait des premières pages de l'Émile de Rousseau, 1762. À vrai dire, ce n'est qu'un exemple, car on n'en finirait pas de recenser depuis 3000 ans les textes, on va dire, de la Bible à, tu diras, Sylvain Tesson peut-être, en tout cas en passant par Veuillot, en passant par Giono, Céline, Thoreau, les textes qui sont d'une violence extrême à l'encontre de la ville. Les termes se répondent, on peut les citer une fois, ça suffira. Le cloaque, l'égout, l'immondice, la dépravation, l'immoralité, l'inhumanité. La ville n'est pas humaine. La haine grandit bien sûr à proportion de la taille de la métropole. Babylone, c'est la monstrueuse ville. Rome sera la nouvelle Babylone. Et puis bien sûr, Londres, New York, Paris. À tel point qu'on pourrait conclure, un peu paresseusement, qu'il pourrait s'agir d'un invariant de l'histoire. Mais justement, les historiens n'aiment pas du tout les invariants. Alors, on va essayer de creuser, de faire quand même de l'histoire avec cette haine persistante, même si elle n'est pas générale, d'essayer d'analyser les formes qu'elle a prises au cours des siècles, en faisant quelques carottages au Moyen-Âge ou au XVIIIe ou XXe siècle, pourquoi et quand elle se déchaîne particulièrement et quelles sont ses conséquences. Alors, je vais présenter rapidement nos 3 intervenants, que vous avez certainement pour beaucoup d'entre vous entendu déjà, même plusieurs fois. Isabelle Bacouche, je commence par vous, directrice d'études à l'EHESS, historienne de la ville, notamment de Paris. Vous appartenez même au comité d'histoire de la ville de Paris. Vous y avez consacré votre thèse, la Seine et Paris, 1750-1850, en parlant beaucoup des crues d'ailleurs, un sujet tristement d'actualité, ici même dans le Vendômois ces jours-ci. Je citerai parmi vos ouvrages un seul, chez Créafis, réédité en 2019, Paris transformé, car il y est question notamment de l'île aux 16, dont on reparlera tout à l'heure. François Chalin, alors vous n'êtes pas tout à fait historien, encore que, très historien, mais d'abord architecte. Architecte et passeur, critique d'architecture. Vous avez écrit, vous écrivez, vous avez beaucoup écrit dans les journaux, vous avez dirigé une revue d'architecture, vous avez produit une émission sur France Culture pendant près de 15 ans, Métropolitain. Et vous êtes ici ce soir, notamment pour tout ça, mais parce que vous allez nous parler de Le Corbusier, que vous connaissez particulièrement bien. Vous lui avez consacré un livre qui s'appelle « Un Corbusier ». C'était en 2015, 50e anniversaire de sa mort. Ça a été réédité récemment, me dites-vous, en poche, toujours au Seuil, sous le titre plus banal, peut-être que bon, plus clair, « Le Corbusier ». Mais c'est quand même un Corbusier dont vous nous parlerez. Patrick Boucheron, donc médiéviste, professeur au Collège de France, mais d'abord et toujours historien de la ville. Vous lui avez consacré vos premiers travaux, Le pouvoir de bâtir, c'était Milan, mais aussi beaucoup d'autres livres. Je citerai seulement le très beau Conjurer la peur, sur Sienne, en 2013, au Seuil. Et tout récemment, un petit livre que je conseille à tous, qui a peut-être à voir aussi avec votre conférence de demain, Libertés urbaines, petit livre dans lequel on trouve justement aussi ces signes de haine de la vie. Alors, on a jusqu'à 8 heures. On va essayer de dire
tout ce qu'on a à dire. Donc, en commençant par vous, Patrick, puisque vous allez faire le médiéviste, et pas seulement le médiéviste, mais quand même. Ma première question, ce serait, qu'est-ce qu'on déteste tant quand on déteste la ville? Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est bien la question. C'est bien la question. Parce que l'amour de la ville, en somme, on peut le ressentir. Je pense que beaucoup d'entre nous, historiennes et historiens, si nous sommes ici, peuvent malgré tout le ressentir. Je me souviens de ce livre d'entretien que Jacques Le Goff avait donné à la fin de sa vie pour l'amour des villes, ce qui dit avec assez de franchise et de simplicité ce qui pouvait l'animer. Et moi, parfois, il m'arrive de douter de cette obligation d'amour que les historiennes et les historiens de métier devraient avoir à l'égard de leur sujet d'étude. Mais si on doute effectivement de cet amour, on peut se poser la question, et c'est pour ça qu'il me semble que c'est une bonne question, si on ne l'aime pas, alors pourquoi aurait-on à la détester? Et qu'est-ce qu'on peut haïr quand on hait la ville? La ville, vous le savez, du point de vue aujourd'hui, non pas des invariants, mais des régularités, c'est-à-dire si on s'intéresse à la géographie urbaine et pas nécessairement à l'histoire, eh bien on la trouvera définie par les géographes, non comme une forme urbaine ou une forme politique, ni même définie par un seuil démographique, mais par des seuils de densité et de diversité. C'est une foule, et c'est une foule diverse, sans laquelle il n'y a pas de ville. C'est vraiment une catégorie de la densité et de la diversité. Dès lors, pour ceux qui n'aiment pas la ville, eh bien, la première aversion qu'ils peuvent exprimer, c'est « il y a trop de monde ». Mais qu'est-ce qu'on dit quand on dit « il y a trop de monde » ? Est-ce qu'on ne dit pas « il y a trop le monde ». Le monde étant trop. La ville, comme opérateur de mondialité, d'une certaine manière, nous heurterait précisément parce qu'on veut autre chose. Et quoi? Ça, c'est la question. Vous voulez que je continue ou on fait... Oui, continuez. Par exemple, au Moyen-Âge, puisque vous voulez que je fasse le médiéviste, ce que je peux faire, après tout, à mes heures perdues, il est évident que la ville, comme catégorie de densité et de diversité, heurte, sinon la conscience, du moins le système de valeurs, et ça Jacques Le Goff l'avait très bien montré, le système de valeurs qui accourt au Moyen-Âge et qui est fondé sur un certain nombre de certitudes quant à la stabilité des relations humaines entre guerriers et paysans. Prenons par exemple, essayons de voir une ville au ras du casque, au ras du haume d'un chevalier qui y rentre. C'est le chevalier Gauvin dans un des romans fameux de Chrétien de Troyes de la Table ronde. Lorsque le chevalier Gauvin entre en ville, ce qu'il voit, c'est une foule. Ce qu'il voit, c'est une diversité de métiers. Ce qu'il voit, c'est une foule qui, malgré sa diversité, se croit une université, une universitas, c'est-à-dire une communauté politique construite sur la reconnaissance de la diversité des métiers. Et en même temps, il est admiratif de cette abondance. Il sait bien, comme aristocrate, qu'il ne pourrait pas vivre noblement sans ce pôle de valorisation du prélèvement féodal qu'est la ville au Moyen-Âge, mais il voit qu'il se gouverne d'une certaine manière et que cette manière le révulse. Alors, effectivement, il dit combien un bon chevalier devrait haïr la ville. Je prends un autre exemple. 1209, le sac de Béziers. D'ordinaire, on dit qu'il s'agit d'une
violation des règles de la guerre. Il ne s'agit pas seulement de châtier une ville, il ne s'agit pas seulement d'en détruire les symboles, comme on savait si bien le faire au Moyen-Âge, où on pouvait étêter quelques tours ou mettre à bas des symboles de l'autonomie communale trop arrogants, et que d'une certaine manière, quand des sources disent on a détruit la ville, le plus souvent on a rabaissé son orgueil. Mais là, apparemment, les chevaliers de l'Île-de-France, de Simon de Montfort, viennent tout détruire, tuez-les tous, massacrez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. C'est l'occasion pour moi de dire ma dette à mon maître disparu, Jean-Louis Biget, historien des villes médiévales, d'une ville en particulier, dont il était amoureux, parce qu'il était amoureux d'une albigeoise, Albi. Et il nous avait fait lire et c'est ça, voilà, c'est pardon, mais c'est un souvenir très vif de formation. Il nous avait fait lire un article de Monique Zerner qui expliquait que, au fond, pourquoi il y avait eu un sac à Béziers, pas parce que le Nord détestait le Sud, mais parce que les chevaliers détestaient le monde urbain et qu'ils avaient là exprimé leur désir d'urbicide. C'était la ville en tant que ville qu'ils voulaient détruire. Et pourquoi? Là, on peut peut-être voir une image. Alors, la première, parce que 5 ans plus tôt, en 1204, la croisade avait été détournée de son but légitime pour ses chevaliers, la Terre Sainte, pour Constantinople, qui avait été mise à sac par les croisés. Et les assiégeants de Béziers en 1209, certains y étaient. C'étaient des frustrés de la croisade. Ils avaient embarqué pour délivrer le tombeau du Christ, et les Vénitiens les avaient détournés de leur but sacré pour aller cogner Constantinople. Et donc, ce n'était pas seulement qu'ils s'étaient vengés de leur désir frustré de croisade à Constantinople, c'est qu'ils savaient que la ville, par excellence, celle qui assurément en capitalisait toutes les beautés et les puissances si on l'aime, mais aussi toutes les perversités si on la déteste, Venise l'avait détournée au fond du droit chemin d'un bon chevalier. Et voyez comment chemine la violence. Par vengeance successive, ils se sont vengés à Béziers, 5 ans plus tard. Et ça dit quelque chose de ce qu'on déteste quand on déteste la ville. C'est-à-dire aussi la puissance, aussi la beauté, aussi la densité, aussi la diversité. Et voilà pourquoi ce n'est pas un si mauvais sujet que ça, Valérie. C'est parce que par l'envers violent de ce qu'est la haine de la ville, on a une meilleure connaissance sur ce qu'est la ville. Alors on va faire, merci Patrick, un saut de quasiment 500 ans pour aller découvrir une autre forme de haine, alors, ou de détestation, on va voir. Qu'est-ce qui change avec le XVIIIe siècle? Bien sûr, la croissance urbaine qui va démarrer et qui va être considérable dans les 200 ans, dans les 2 siècles qui suivent et dont nous sommes les héritiers. Mais peut-être pas seulement ça. Isabelle, comment on déteste la ville au XVIIIe siècle? J'ai cité tout à l'heure Rousseau, mais il est bien loin d'être le seul. Qu'est-ce qu'on lui reproche cette fois-ci? Oui, merci. Bonsoir à toutes et tous. Oui, tu citais Valérie Rousseau, il n'est pas le seul. Alors, haïr la ville, en fait, il faut attribuer cette haine à des acteurs. Et au XVIIIe siècle, ce qui change, c'est que, on va dire, les décideurs, que ce soit les politiques, les médecins, les ingénieurs,
les architectes, qui ne sont pas encore tout à fait très bien distingués, vont de plus en plus, et puis évidemment les hommes de lettres comme Rousseau, dénoncer, alors j'ai un tropisme parisien, hein, mais c'est vrai pour d'autres villes, les embarras, l'accumulation, trop de monde, la diversité, comme Patrice le disait. Et donc, de plus en plus, c'est vu non pas comme une qualité de la ville, et ce qui fait sa différence avec le reste de la société, mais de plus en plus comme une critique, hein, quelque chose qui fait du mal. Alors les mots qu'on trouve dans les archives, c'est le désordre, l'insalubrité. J'ai travaillé sur la Seine, et alors que la Seine était le poumon de la ville, eh bien, au XVIIIe siècle, on décide qu'il faut, on verra les remèdes, mais de plus en plus, on dénonce l'accumulation des activités, la cohabitation. Il faut mettre un peu d'ordre à tout cela. Alors, ça commence au XVIIIe siècle, et c'est important de garder ça en tête, parce qu'ensuite, dans les 2 siècles qui vont suivre, ces idées vont s'épanouir et elles vont être mises en œuvre. Mais sur le désordre et le stigmate, il y a donc l'entassement, la maladie, l'air qui a besoin d'être purifié avec les conceptions médicales de l'époque. Mais il y a de plus en plus aussi la corrélation entre finalement une densité du bâti et un mal-être social, voire finalement une délinquance sociale. Il va y avoir de plus en plus cette assimilation qui se cristallise au XVIIIe siècle et qui va déterminer en grande partie l'évolution de nos villes. Alors, si je fais un bond dans le temps, avant de passer la parole à mon voisin qui va davantage parler du XXe siècle, il y a un dernier espace, donc peut-être on va voir une image sur lequel je travaille plus récemment, c'est la zone autour de Paris, donc une marginalité, une périphérie, la zone non aedificandi, au-delà des fortifications qui avaient été construites de façon totalement anachronique et farfelue en 1841. Donc c'est le ruban de couleur que vous voyez. Ici, c'est un plan de 43. Cette zone, elle est marginale, elle est périphérique, mais elle accueille le Paris populaire. Paris est un problème de logement depuis la fin du 19e siècle. Et donc, elle va être de plus en plus... D'ailleurs, le terme lui-même, bon, pour beaucoup, je pense que l'expression « c'est la zone », ça parle encore. Ça vient de cet espace parisien qui était donc à la fois marginal du point de vue topographique, mais qui a été aussi dénoncé comme marginal du point de vue social. Et il y a eu une résorption avec énormément d'archives produites entre, on va dire, 1930 et 1960. La zone aujourd'hui, c'est le périphérique. On en a beaucoup parlé la semaine dernière, puisque la vitesse est désormais limitée. On n'avait pas prévu le périphérique dans l'entre-deux-guerres. Il était prévu de faire une ceinture verte, dont on rêve encore aujourd'hui, mais on va peut-être finir par y arriver. En tout cas, là aussi, il y avait entassement d'une population qui ne pouvait pas se loger dans Paris. Et de même, il y a des autorités qui avaient cette forme de haine de cet espace qui était marginal du point de vue topographique, mais qu'on a fini par désigner comme étant marginal socialement, alors que, en fait, c'était le Paris populaire qui se logeait sur cet espace urbain. C'est de la haine ou c'est de la peur ? Alors oui, les deux se mélangent effectivement, c'est-à-dire qu'on parle de proxénètes, on parle des Apaches, on pointe les bas-fonds, et on essaye effectivement de faire monter en puissance cet argument donc d'une lie sociale dont il faudrait se débarrasser et qui effectivement fait peur. Dans une ville, Paris au XXe siècle, c'est une ville qui s'est embourgeoisée et qui, du point de vue politique, est nationaliste, en tout cas au début du XXe siècle. Donc Paris est bourgeoise et donc Paris montre du doigt cette périphérie. D'ailleurs, cette périphérie, avant d'être annexée à Paris en 1919, chacune des portions appartenait aux communes qui bordaient Paris. Et ces communes qui bordaient Paris, dans l'entre-deux-guerres, ça sera la ceinture rouge, donc des élus communistes, et un face-à-face entre une ville de plus en plus bourgeoise et une périphérie qui accueille des élus communistes. Merci. François Chalin, quand je vous ai proposé de participer à cette table ronde, vous m'avez tout de suite dit « Ah oui, il y a des grands haïsseurs de ville. Hein, des grands haïsseurs de ville », et tout de suite, vous avez dit « des Américains et Le Corbusier ». Alors, qui sont les plus grands haïsseurs de ville que vous connaissez ? Le mot urbanisme apparaît en français en 1910,
Avant, on n'en parle pas. Ça apparaît dans les annales de la Société de géographie de Neuchâtel. Le mot town planning apparaît en 1907 aux États-Unis et il est aussi en 1909. Donc c'est absolument concomitant de part et d'autre de l'océan. Il se trouve que les valeurs qui sont en cause ne sont pas du tout les mêmes. Aux États-Unis, le peuple, si je puis dire, des pionniers, le peuple des colons, est un peuple qui fuit pour diverses raisons, famine ou autre, qui ne fuit pas au début la grande ville. La grande ville existe peu quand même encore. Mais c'est un peuple d'agriculteurs. Donc toute l'idéologie américaine est fondée sur l'idée qu'on va faire un grand pays pacifique d'agriculteurs. Tout à l'heure, tu citais Rousseau. Les hommes ne sont point faits pour être entassés en fourmilière, mais épars sur la terre qu'ils doivent cultiver. 1762, j'ai pris un anti-sèche. Thomas Jefferson, 3e président des États-Unis, écrit à celui qui sera le 4e président, James Madison, « Quand nous serons entassés les uns sur les autres dans de grandes cities, comme en Europe, nous deviendrons aussi corrompus qu'en Europe. » On dirait que c'est un plagiat. C'est exactement la même phrase, à très peu de choses près. Jefferson a un rôle très important, puisque Jefferson est un théoricien de l'espace américain. C'est lui qui fait voter en 1785, la Land Law Ordinance, qui est cette idée d'un immense carroyage démocratique, un peu comme Clisthène athénien a pu le faire en son temps, un grand carroyage général des États-Unis. Les États-Unis qui, pour le moment, ne sont qu'à l'Est, et qui, un jour, conquérant la frontière jusqu'en 1890, on dit c'est conquis, c'est fini, on licencie les géomètres. Donc, ce qu'explique Jefferson, c'est que c'est un peuple d'agriculteurs qui vivront dans un état de grande salubrité morale. C'est pas un puritain comme les premiers colons, c'est un homme moderne. Il a vécu à Paris, il a été ambassadeur à Paris, il a visité la France, il a été effrayé par les villages français, resserrés sur eux-mêmes. Il ne comprenait pas pourquoi les gens vivaient comme ça, alors qu'ils auraient pu vivre libres. Dans certains développements de son plan, de ses idées de carroyage, il définit des parcelles d'environ 1 acre, c'est-à-dire 0,4 hectares, 4000 mètres carrés. Et il dit qu'il faudrait que ce soit comme un échiquier, dans case noire, case blanche. Dans la case noire, les gens habiteraient avec leur jardin, ou leur fer, et puis après, ce serait non bâti, et puis le voisin serait une autre case noire. Donc c'est vraiment une idée comme ça, extrêmement radicale. Cette idée qui nous paraît radicale est une idée qui va hanter les Américains longtemps, malgré la croissance colossale des villes, etc. C'est comme ça que vont se construire les villes américaines. Chicago, par exemple, encore en 1832, est une ville qui occupe 500 hectares. C'est 10 fois Paris. C'est gigantesque. C'est une ville de petites maisons sur le carroyage d'un acre, comme ça à l'infini, sur 50 km. Donc il faut voir ce monde qui est véritablement dans l'idéal américain. Alors c'est un monde qui est contrarié par beaucoup de choses, notamment parce que le fait que cette ville, ce monde d'agriculteurs ne se développe pas comme il l'avait rêvé. Ça devient rapidement une ville qui a des villes, une ville qui a des industries. Au début, il y avait 3 ports, Boston, New York, Philadelphie, puis ça devient une ville. Ils inventent la ville moderne gigantesque, avec ces mouvements de fuite de la ville, pour des raisons, toujours les mêmes raisons, morales, hygiène, un confort colossal quand même des villes américaines à la fin du 19e. C'était très difficile à vivre. Et ces gens constamment partent et reviennent. Ils créent ce qu'on appelle des suburbs, qui sont des banlieues très très peu raisonnables en quelque sorte. Mais il y a toujours le rêve qu'on fera mieux. Chicago, par exemple, qui est une ville de ce qu'on appelle la prairie, c'était des immenses étendues plates à l'infini, ne rêve que de se développer comme ça. Alors, bon, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais le plus grand architecte américain du 19e et du 20e siècle, c'est Frank Lloyd Wright, qui est mort en 1952, très âgé. C'est un homme qui, en 1930, élabore un projet qui s'appelle Broad Acre City, Broad Acre. C'est-à-dire l'étendue d'une acre, chaque citoyen américain aura un acre, etc. Donc, c'est une idéologie, lui-même vit loin de Chicago, dans la prairie. Il développe un style qui s'appelle la prairie house, qui sont des maisons qui pourraient étaler dans les blés, enfin, je pense. Et c'est intéressant parce que c'est un des premiers à se saisir de la question de l'automobile. C'est-à-dire qu'il explique que l'automobile va totalement libérer l'espace en 30,
Mais il faut dire que la Ford Model T est inventée en 7. Les Américains sont très en avance sur nous, sur l'automobile. Donc, et qu'une nouvelle démocratie va naître, c'est la dilution complète de la population, librement étendue dans un territoire immense, et qu'à l'époque, on pense n'avoir pas de frontières, en quelque sorte, être vraiment disponible longtemps. Donc ça, c'est un... Et c'est le plus, disons que c'est le plus grand archive du XXe siècle en Amérique. Donc c'est une idéologie importante, vraiment importante, qu'il développera longtemps avec des maquettes, etc. À l'encontre complètement de ce qui se passe en réalité sur le territoire. Non, parce que c'est aussi l'Amérique qui invente même ils inventent ensuite les grands parcs, ils inventent les grands cimetières, qui est une chose tout à fait importante vers 1830, les très grands cimetières paysagers qui, dans la population américaine, renouvellent cette idée de contact avec la nature. Ils inventent les grands parcs, comme Central Park à New York, de Olmsted. Ils inventent une chose qui est le Parkway, c'est l'autoroute magnifique, très bien dessinée, avec des arbres qui elle, est courbe dans le paysage. Ils inventent des choses tout à fait importantes, qui bien sûr seront toujours contredites et abîmées en quelque sorte par la réalité et par l'industrie ou des choses de ce genre. Mais c'est quand même, ils inventent ensuite bien sûr les Levittown après la guerre. Bon, on sait comme ça, tout ça dégénère, mais c'est un idéal, vraiment un idéal qui porte puissamment. Et je dirais qu'aujourd'hui, dans ce monde dans lequel beaucoup de théoriciens aux États-Unis et maintenant en France commencent à réfléchir à la ville de l'Anthropocène, souvent sous influence, à mon avis, de grands universitaires américains, il y a à nouveau cet idéal de la dilution. La ville va se dissoudre dans la nature va revenir en ville, on va démacadamiser, etc. Ça commence par les cours d'école, mais ça peut être plus important. Et il y a cette idée aussi d'une nouvelle dilution. Donc on ne peut pas dire c'est haïr la ville, c'est en tout cas nourrir une espèce de la dissoudre, c'est quand même... Oui, la dissoudre, mais pour les Américains, elle n'aurait jamais dû exister d'une certaine façon. Hein, oui. Pour ces Américains-là. Mais peut-être on peut montrer les images de Wright. On ne va pas revenir dessus. Oui. Ah, alors. Il y a 4 images. On peut montrer les images de Wright. Mais je ne les commande pas, hein, c'est pour 1 seconde chacune. Comme ça, les images américaines. Peut-être que c'est un peu... Ça fixera un peu Bon. Non, on ne peut pas. Bon, on passe, c'est pas grave. On viendra ou on ne reviendra pas, c'est pas grave, tout le monde connaît l'Amérique. Alors du coup, haine ou pas haine, on a vu que c'était plus ou moins violent. Ah, quand même. Ah non, ça c'est pas vrai. Ça c'est Claude Nicolas Ledoux, qui est aussi une idée, mais alors du XVIIIe siècle, de dilution en quelque sorte d'une grande cité industrielle, qui est une cité industrielle, en l'occurrence une saline, comme sous Louis XV, que lui dessinera longtemps avec l'idée, pour la première fois dans l'histoire de l'architecture, qui n'est pas chez Palladio, qui n'est pas chez autre, du pavillon, donc du bâtiment singulier, libre de la ville, le bâtiment qui ne se tient pas aux autres, qui n'est pas dans une rue, mais qui va se disperser peut-être un jour infiniment dans la campagne. Bon, ça, ce sont toujours des villes, enfin, ville idéale, Claude Nicolas Ledoux, des villes sans rue. Hein, il n'y a pas de rue. Parce que au fond, quand on déteste la ville, c'est quand même un peu la rue qu'on déteste, peut-être. La rue qu'on considère comme toujours comme une sorte de crevasse. Le Corbusier parle de crevasse, il parle du grand pierrier. Il dit que Paris est un grand pierrier affreux. Les Américains parlent de crevasse, de rigole. Donc il y a toujours cette idée que la rue, et de fait la rue est ombreuse et insalubre souvent, hein, au XIXe siècle. Oui. Mais elle est effectivement... Hein, elle est comme... Oui. Mais on la voit comme ça. Bon, on aura Wright tout à l'heure ou pas, c'est pas grave. Alors, on déteste, on hait ou on veut dissoudre. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces sentiments, enfin de ces sentiments violents Patrick, quand on déteste la rue, oui peut-être, la ville au Moyen-Âge, quel projet on en tire? Qu'est-ce qu'on fait de cette haine? On la fuit, la ville? Oui, on peut la fuir. Et évidemment, ce qui est intéressant dans ce que vient de donner à voir François Chalin, avec ou sans image d'ailleurs, parce que vous le donnez à voir très bien par la force du verbe. Et ça, vous savez ce que c'est, de donner à voir sans image? C'est qu'au fond, il y a des formes architecturales de détestation de la ville. Voilà. Et qu'il y en a même beaucoup. Et que ça doit aussi aiguiser notre regard sur l'architecture contemporaine qui peut être hautaine, souveraine, et que d'une certaine manière, le rapport entre, si on
déteste la ville? Est-ce qu'on déteste plutôt la civilité ou l'urbanité? Est-ce que l'étalement urbain, effectivement, va, d'une certaine manière, dissoudre la civilité? C'est vraiment des questions du contemporain, c'est des questions américaines. Pardon, mais juste parce que ça m'a intéressé, en vous écoutant, je me disais, je repensais à un livre que j'aime beaucoup de Laure Murat, qui est l'ancienne rédactrice, enfin la rédactrice en chef du Libé des historiens. Ça s'appelle « Ceci n'est pas une ville » et c'est sur Los Angeles. Et elle montre, alors là, pourquoi... Alors ça, c'est une ville que les Européens détestent d'ordinaire, et elle, qui est européenne, qui est parisienne, qui nous sommes au fond préparés à aimer New York, à aimer Chicago, à aimer San Francisco et à détester Los Angeles pour toutes ces raisons-là. Et elle explique comment, au fond, on peut aimer Los Angeles malgré tout, ce qui permet de comprendre au fond une autre forme d'urbanité. Mais on n'en est pas là. Du point de vue effectivement médiéval, si on ne peut pas détruire la ville, au moins peut-on la fuir. Et évidemment, pour moi, c'est très important de considérer que la compacité de la domination au Moyen-Âge, le fait que cette société ait tenu si longtemps, cela tient moins à sa capacité contraignante compacte qu'au fait que le Moyen-Âge a toujours permis des échappées belles, c'est-à-dire de penser qu'on peut toujours s'en sortir, qu'il y a effectivement au loin, mais à vue, des autres expériences qui sont d'une certaine manière des urbanités alternatives, des communautés monastiques, des lieux où on peut faire le choix de la solitude. Et une solitude qui est d'abord essentiellement le désert, d'abord effectivement la détestation. Par exemple, si vous lisez Bernard de Clairvaux, eh bien Bernard de Clairvaux, donc le Saint Bernard, le fondateur, le refondateur en fait de l'ordre cistercien, ce qui plaît tant, là encore, également à notre sensibilité contemporaine, cet art du retrait, eh bien, c'est la réplique cléricale de la haine chevaleresque dont je parlais. D'ailleurs, ce sont les mêmes. Ce sont des petits chevaliers un peu teigneux, un peu hargneux, et qui, au fond, ont les mêmes problèmes économiques face à des villes auprès desquelles ils sont endettés et qui se vengent de différentes manières. Bon, donc il y a des communautés monastiques, mais je voudrais parler de quelqu'un qui m'intéresse parce qu'il a une longue postérité littéraire, avec Rousseau et bien au-delà, c'est Pétrarque. Pétrarque, lui, c'est l'homme qui, au XIVe siècle, donc au moment de la plus haute intensité de la civilité urbaine en Italie, eh bien, se met à développer une rancœur, une haine de la ville dans laquelle il habite pourtant, et qui lui donne, je dirais, littéralement ses lettres de noblesse, et notamment dans ce texte important de 1346, qui est le choix de la solitude. Comment, effectivement, il montre que ce retrait monastique, lui, il en produit une réplique laïque. Et c'est important pour nous parce que, d'une certaine manière, ce fort intérieur qui est niché au creux de nos solitudes, eh bien, il va en faire le foyer incandescent de la créativité littéraire. C'est-à-dire qu'il retourne l'espace de la prière pour en faire l'espace de la création. Et donc, il a des pages magnifiques, bouleversantes, qui pour moi s'imposent à toute la littérature ensuite. Rousseau, évidemment, et Chateaubriand, et Monterland, et tous les historiens, tous les écrivains voyageurs, vous y faisiez allusion, Valéry, qui, voilà, là encore, peuvent nous exalter. Enfin, parce que la grandeur, parce que les grandes distances, parce que l'espace sauvage, mais Monterland, Sylvain Tesson, allez savoir pourquoi, à un moment, quand il tombe, c'est toujours à droite. Est-ce un hasard? Et non, je ne crois pas. Mais pour le comprendre, il faut aller voir ce qui nous séduit dans Pétrarque, dans cette... pour ça que je disais lettre de noblesse, dans cet art raffiné de détester la ville et d'ainsi
comprendre que ce à quoi on peut aspirer, c'est à une solitude libérée de la cohue. Pétrarque montre comment, au fond, la liberté s'acquiert, non en ville, mais hors d'elle-même, en la fuyant et en fuyant le monde des affairés, écrit-il, occupati. Les occupati, c'est ceux qui n'ont pas plus d'autre occupation que celle qu'ils lisent dans le visage, sur le visage des autres, c'est-à-dire qui attendent des autres, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler une civilité, une urbanité, de savoir ce qu'ils vont faire. Et évidemment, comme nous, alors nous, dans le métro, on ne regarde pas plus tellement le visage des autres, plutôt nos écrans, mais on en est vraiment occupés. Et donc nous sommes les affairés, nous sommes les occupati du XIVe siècle. Et nous pensons donc, enfin beaucoup d'entre nous pensons que pour réinventer notre vie, il faudra fuir la ville. Et que les formes de réinvention d'une existence ressourcée dans une solitude nécessaire passent par un écart. Et ça, c'est une question intéressante, parce que, là encore, il faut affronter cette puissance de séduction. Il y a bien des raisons. Parce que l'air de la ville, alors, je vais demander demain s'il rend libre, en tout cas, souvent, il est irrespirable. Et donc, prendre un peu de champ, ou de hauteur, ou de distance, on peut considérer que c'est une manière de se réinventer. Mais qu'est-ce qu'on perd à faire ça? Et qu'est-ce que, effectivement, de quoi on s'éloigne? Et ce qui est très intéressant chez Pétrarque, et je m'arrêterai là, c'est que c'est ça qui nous plaît, ce qu'il détestait, ce qu'il méprisait, ce qu'il cingle avec un esprit qui est indépassable, c'est les universitaires. Alors ça nous plaît, nous on n'aime rien tant que de se détester soi-même. Donc on adore la pose humaniste anti-universitaire de Pétrarque. Mais qu'est-ce qu'il déteste dans les universitaires? Le fait que ce sont des travailleurs du verbe, des travailleurs intellectuels. Et qu'est-ce qu'il déteste? Le travail tout court. Et c'est là, évidemment, que, ça, Jacques Le Goff l'avait pressenti, puisque, d'une certaine manière, ce mercenaire du verbe qu'est l'intellectuel à partir du XIIIe siècle est le premier des travailleurs à faire mentir l'étymologie du travail, du trépalium, de la torture, puisque c'est le premier salarié non méprisé, sauf par les humanistes. Et donc cette pause-là, elle s'écarte du monde des villes, qui est, Jacques Le Goff l'a montré, le monde des universités, parce que c'est le monde urbain, et que c'est le monde urbain parce que aussi c'est le monde des cathédrales. Donc tout cela, effectivement, fait une configuration sociale dont on ne s'éloigne pas sans danger. Eh bien, alors, il y aura une postérité de ces gens qui s'éloignent de la ville. Là, on pourrait citer Thoreau, par exemple. Mais, bien sûr, mais je voudrais, Isabelle, que vous nous parliez d'autre chose. Des gens qui ont un autre projet, non pas de s'éloigner de la ville, non pas de s'en abstraire, parce qu'elle serait trop populeuse, trop travailleuse, trop universitaire, mais qui, au contraire, n'aiment pas la ville telle qu'elle est, et du coup, veulent la transformer. Et ça, c'est une grande affaire du XIXe siècle. Bien au-delà de la ville idéale, s'attaquer à la ville telle qu'elle est, et notamment à Paris, que vous connaissez bien. Alors, le diagnostic a été posé, on l'a dit, au XVIIIe siècle. Et ce qui a été inventé, c'est un mot que mon voisin connaît bien, le fonctionnalisme, c'est-à-dire l'idée que la ville, c'est le désordre, la ville, c'est l'entassement, et que dorénavant, on va prendre un plan de Paris ou d'une autre ville, et on va essayer d'organiser ces activités à l'échelle de toute la ville
pour mieux y circuler, pour y travailler à certains endroits, s'y amuser à d'autres, y résider et y loger. Alors ce fonctionnalisme, les idées qui le portent sont nées au XVIIIe siècle, mais sur Paris, celui qui va évidemment lui donner tout son épanouissement parce qu'il bénéficie d'un régime autoritaire sous le Second Empire, qu'il va avoir un staff technique de haute valeur et un peu d'argent, c'est le baron Haussmann à Paris, qui va donc transformer la ville on parlait tout à l'heure de l'air indispensable à la vie urbaine. Eh bien, une des solutions pour justement lutter contre le manque d'air ou le manque de lumière, c'est de faire des percées. Alors bon, voilà, sur Paris, on les connaît, l'avenue de l'Opéra par exemple, pour ne prendre qu'un seul exemple. Et là, on ne respecte absolument pas le parcellaire ancien, on taille sur le plan et on détruit, alors bon, avec quand même une expropriation de la totalité de la parcelle, ce qui permet de reconstruire aussi les immeubles. Et même à l'échelle de l'immeuble, il y a donc une nouvelle manière de vivre, des immeubles de 5 étages, les chambres de bonne, des balcons, mais quand même une diversité de l'architecture qui est mise en place à Paris. Mais Haussmann a donné haussmannisation, donc c'est un modèle d'aménagement de la ville qui s'est diffusé évidemment dans d'autres villes de province et puis même à l'étranger. Mais dans le même temps, une autre manière peut-être d'accepter de rester en ville, ça a été, en tout cas pour la France, la découverte et même la protection de ce qu'on appelle aujourd'hui le patrimoine, mais qu'on n'appelle pas du tout le patrimoine à l'époque. Disons que c'était une manière de protéger les strates anciennes, notamment face aux bouleversements produits par Haussmann. Mais Haussmann n'était pas du tout insensible à ce qu'on appelait plutôt à l'époque l'archéologie et les antiquités. Mais cette protection, elle s'est mise en place en France de façon avec Guizot et Mérimée, c'est-à-dire très tôt, on a pris une législation, on a décidé qu'il fallait quand même épargner pour le XIXe siècle des monuments, que ce soit des monuments civils ou religieux. Et donc, voilà, il y a, on va dire, à partir du XIXe siècle, une double mutation peut-être pour quand même accepter de rester en ville, puisque la ville, c'est quand même aussi l'accumulation des richesses, la garantie du travail et de l'activité économique. Donc tout le monde n'a pas la ressource de Pétrarque de pouvoir fuir la ville. Mais voilà, c'est une transformation dans l'aménagement urbain qui, je l'ai dit, était née au XVIIIe siècle. À Paris, il y avait des maisons sur les ponts au XVIIIe siècle. Avant la Révolution française, on détruit ces maisons parce qu'on veut mieux circuler sur les ponts et fluidifier la circulation urbaine. Donc voilà, c'est des idées qui viennent de loin, mais qui s'épanouissent vraiment au XIXe siècle. Et quand même, oui, ce que vous dites, la patrimonialisation dans le même temps, c'est-à-dire que ce qu'on déteste, c'est très clair, c'est le grouillement, le désordre, le monde, tout ce qu'on ne contrôle pas. En revanche, ça c'est la ville qu'on déteste, mais il y a quand même les monuments qu'on aime, la belle ville qu'on préserve. Vous écrivez quelque part Disneylandisation. Ça c'est peut-être plus contemporain, c'est pas tout à fait Haussmann. Mais enfin, il y a quand même, c'est pas toute la ville toujours qu'on déteste. Non, et la patrimonialisation, si on prend pour l'œuvre d'Haussmann ce qu'il a fait sur l'île de la Cité, la cathédrale était quand même entouré d'autres églises et d'un bâti très dense. Ce qu'il a fabriqué, et donc ce qui existe aujourd'hui, c'est quand même un dégagement radical du monument. Et ça, c'est une conception sur laquelle on va revenir au XXe siècle, mais peut-être qu'on va en reparler un peu plus tard. Donc la ville décore, ça, on ne la déteste pas. Non, pas à cette époque. Alors, François Chalin, Le Corbusier, quand même, de quoi rêve-t-il, lui? Qu'est-ce qu'il déteste et qu'est-ce qu'il veut? Vous voulez des images tout de suite ou après? Peut-être celle de Wright, si on les a retrouvées quand même. Voilà. Voilà. La précédente. La précédente, vous l'avez? Vous pouvez remonter en... Non, c'est bon. Bon, ça, c'est Chicago en 1932, vous voyez, cette ville immense de maisons individuelles sur leur petit terrain. La suivante, alors... ça, c'est la précédente. C'est après Jefferson et Wright, d'accord, on continue. Chicago. Ensuite, voilà, c'est un truc intéressant. Azusa, c'est une petite ville près de Los Angeles. C'est un document publicitaire, c'est une sorte d'estampe. Et vous voyez ce qu'est une ville à l'époque, une ville américaine. Rêver, c'est un document qui est fait pour la promotion de la ville. Suivant. Ça, c'est Wright avec la maquette en 1931, je crois, de son plan. Enfin, suivant. Et voilà encore la maquette de Wright. Suivant.
Alors ça, c'est amusant, parce que c'est en 1944, on commence à introduire de nouvelles idées urbanistiques, et notamment des idées qui commencent à trouver que le parkway, c'est étalé comme ça des grands rubans de bitume sous prétexte de regarder ce qu'il y a en dessous. Il y a les taxes, le crime, la délinquance, les slums, est une chose à revoir. Donc, à la fin de la guerre, déjà, apparaissent de nouvelles idées urbanistiques sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Voilà pour Rail, c'est fini. Alors, donc, Corbusier. Alors, Corbusier. Bon, Corbusier, vous savez, c'est le grand idéologue de l'architecture. Montrons son visage, quand même. Mondiale, européenne. Oui, mettez son visage, mais laissez que son visage. Le visage, la tête de Le Corbusier, le plus grand haïsseur de ville. Non, bon, on va voir. Bon, le Corbusier est un montagnard, il vient de la Chaux-de-Fonds, c'est un homme qui a célébré immensément la beauté des alpages, tout ça. Mais c'est un homme qui est venu vivre très vite à Paris et qui a une très grande admiration pour Paris. Il vit rue Jacob longtemps. Donc c'est un homme qui connaît très bien la ville quand même. C'est un homme qui incarne au maximum ce que sont les idéologies des architectes modernistes telles qu'elles s'expriment à partir de 1925, 26, 27, notamment dans les congrès internationaux d'architecture moderne. Il n'y a pas que lui. Il y a des Allemands, il y a des Néerlandais, il y a des Soviétiques, il y a des gens de tous ordres. Le Corbusier, en 1922, Le Corbusier, son nom apparaît en 20. Il a 33 ans, il a l'âge du Christ, il change de nom, il s'appelle Le Corbusier. Il s'appelait Jeanneret. À ce moment-là, il crée une revue d'avant-garde très belle qui s'appelle L'Esprit Nouveau, et il commence à se vouloir très grand théoricien, d'une très grande ambition, très rapide, quoi. En 1922, au Salon d'automne, il projette une ville de 3 millions d'habitants, dont je vous montrerai ensuite l'image, absolument extraordinaire comme concentration de gratte-ciel. Ensuite, en 1925, à l'exposition des arts décoratifs, il montre un autre diorama très grand qui montre la ville, son plan pour Paris, que je vais vous montrer, qui est un plan qui en gros détruit à peu près tout le centre de Paris pour le remplacer par quelques gratte-ciel cartésiens. Ensuite, il va continuer pendant longtemps et longtemps. De quoi il s'agit chez Le Corbusier? Il s'agit, encore une fois, de rendre le monde en quelque sorte adéquat à la modernité. Les problèmes de Paris, il ne faut pas les sous-estimer. Paris est une ville dans un état sanitaire abominable. C'est une ville dans laquelle les hommes politiques n'arrivent pas du tout à prendre la main. C'est une ville dans laquelle beaucoup de gens commencent à fuir au fur et à mesure qu'on construit les premiers chemins de fer. Ils commencent à aller en banlieue, en lointaine banlieue, dans les lotissements que l'historienne Annie Fourcault a écrit magnifiquement. Les problèmes de circulation sont très grave, aggravé par le tramway, qui à l'époque est un gros, il n'est pas aussi propre, il encombre tout. Bon, la ville se dégrade physiquement, les immeubles s'écroulent quand même pour beaucoup, et on n'a pas la force ni les moyens qu'a vu Haussmann, parce qu'Haussmann n'a pas démoli Paris. Haussmann a taillé ses percées pour l'essentiel dans les espaces creux, c'est à l'intérieur des îlots. Parce que Haussmann avait compris que faire agrandir les rues comme on avait pensé sous Réaumur, tout ça. Vous avez plein de rues. Vous avez rue Saint-Denis, vous voyez, il y a des retraits de 2 mètres, 3 mètres. C'est des lois d'autrefois qui ne fonctionnent pas parce que ça suppose que les gens partent et vident leur immeuble. Haussmann taille, non pas dans la croûte des îlots, mais dans la mie. Et pour l'essentiel, tant qu'il peut. Ce qui fait que le vieux Paris, quand même, subsiste énormément, plus qu'on ne pense, d'une certaine façon. Alors, Le Corbusier et sa génération considèrent que c'est l'âge de la machine, c'est l'âge de l'automobile, c'est l'âge dans lequel tout homme doit modifier radicalement son mode de vie. Il ne doit plus avoir de rideaux aux fenêtres, il ne doit plus avoir de papier peint, il ne doit plus avoir des sièges mous, il ne doit plus... pour toutes sortes de raisons. Non, mais on rigole, mais c'est quand même un moment aussi tout à fait intéressant dans l'histoire des mentalités. Hein, parce que ce qui naît là, c'est la modernité. C'est notre monde. Je vis en Bretagne actuellement, je vous assure que toutes les maisons actuellement qui se construisent, elles ne sont plus néo-bretonnes, elles sont toutes genre Corbu. C'est toutes des petites maisons blanches avec un petit toit presque plat. Donc il y a quelque chose les sièges de Corbusier en inox, aujourd'hui, sont les sièges qu'on voit partout, qui sont les plus chics du marché, un siècle après. Donc voilà ce qui se passe avec Le Corbusier. C'est une quête lente, c'est une quête qui en même temps se complète par une réflexion sur ce qu'est le logis.
Ils appellent ça le logis, notamment le logis minimal. Il y a des congrès européens sur minimum Wohnung, le logis minimal pour une existence minimale, c'est-à-dire pour des gens modestes, pauvres, comment les faire vivre, survivre plus correctement. Il y a chez Le Corbusier une haine, bien sûr, de la décadence, de l'alcool, du mauvais comportement, de l'ouvrier, de tout ça, c'est récurrent. Mais c'est aussi une idée d'un monde qui sera quand même merveilleux. Et alors, quand il travaille sur le logement, il invente parallèlement à des soviétiques, par exemple, comme Ginsburg ou d'autres, il invente la cité radieuse. C'est-à-dire qu'il invente un bloc d'immeubles qui sera isolé des autres, de tous les autres, le plus possible, et qui sera un village vertical. Donc, qui aura sa rue, qui aura son commerce, qui aura son hôtel, si c'est à Marseille et que c'est un peu chic, qui aura son école sur le toit. Tout ça, c'est un idéal de village pour 1500, 2000, 3000 habitants sur la taille de la cité. C'est des projets qu'il va mener très longtemps, parce qu'il est très acharné, et c'est un projet qui va mener à un chef-d'œuvre absolu de l'architecture du XXe siècle, qui est la cité radieuse de Marseille. J'en ai assez parlé. La maison du Fada. La maison dite du Fada. On va montrer maintenant peut-être le cycle Corbusier très vite. Voilà, ville de 3 millions d'habitants, 1922, salon d'automne. Le Corbusier possède son nom depuis 2 ans seulement, hein, il va vite. Continuons. Une autre vue de la même. Donc vous voyez le type d'imaginaire que ça véhicule. Mais d'autres, des Russes, des Allemands, font la même chose. Plan voisin pour Paris. Donc si vous repérez, hein, il y a la Seine. Non, c'est un peu qu'on voit. Oui. Il y a la Seine dans le coin droit. 1925 aux Arts Déco. Et donc c'est la rive droite de Paris qui est rasée complètement, à part 1 ou 2 monuments qu'il prétend classer. Suite. Voilà, ça c'est l'échelle. On ne lit peut-être pas bien l'échelle de ces gratte-ciels cartésiens par rapport au tissu. Suite. Ça, c'est un truc extraordinaire au Congressiam de Bruxelles en 1930, la ville classée et la ville pêle-mêle. C'est à la même échelle la ville qu'il propose. Là, ce sont des grands redans. Et les villes, quelques villes il y a plus existantes d'Europe. Paris à gauche. Donc, vous voyez, ce changement total d'échelle, avec l'idée qu'on vivra dans des parcs, et ensuite, et surtout, on arrive ensuite à la ville radieuse, je pense. Non, ça c'est tardif, c'est 1937, c'est un îlot insalubre à Paris, qui est à gauche, à droite, vers Belleville, je crois, enfin, un îlot 6 vers la République, et dans lequel il a encore modifié son plan pour Paris en mettant 4 grands gratte-ciel tripodes. Non, oui, ça le poursuit pendant très longtemps. C'est pas une erreur de jeunesse. Suite. Ça, c'est un plan pour une ville qui s'appelait Nemours, qui est une ville algérienne qui est près de Tlemcen. Elle a maintenant un nom arabe, bien sûr, qui est la première formalisation de ces cités radieuses dans un parc. Elles sont là 20 ou 25 dans une ville donc du Maghreb. Suite, c'est de 34. Ça, c'est son projet pour Marseille. On voit peut-être pas très bien, mais si sur la partie gauche, vous voyez, c'est la côte, on voit le vieux port, hein, une petite tache blanche. Et c'est au sud, on va donner l'image suivante qui est plus claire, contre pas les Alpilles, mais enfin contre les collines, là du sud. Vous voyez, des cités radieuses comme celle qu'il a construite, en grand nombre, isolées complètement dans la campagne. Et quand il fera sa fameuse cité la plus dramatique et celle qui est le plus grand échec, celle de Briey, en Moselle, il dit c'est le bout de la preuve, parce que Briey, c'est dans une forêt, donc les mecs ils sont dans leur village vertical, dans une forêt, dans les immeubles de béton armé. Donc c'est un rêve peut-être un peu fou, mais qui porte aussi ses dimensions, je dirais, positives mais généreuses. Enfin, c'est très étrange à comprendre. Suivant, il n'y en a plus, je pense. Voilà, on peut reposer. Donc, c'est un type que j'estime beaucoup. Hein, alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment c'est reçu par l'opinion. Bon, j'ai un livre qui va paraître l'an prochain, mais comme il fait 2 millions de signes, il est très long à paraître, qui est une analyse dans l'intégralité de la presse française, c'est dans 2 ou 3 000 articles qui parlent de Corbusier de la presse française, ce qu'en disent les principaux journaux, des journaux fascistes jusqu'aux journaux communistes. Il y a 80 journaux comme ça, analysés chacun sur 20 pages. On voit que les motivations et le degré d'admiration pour ces projets varient extraordinairement selon les époques, pour toutes sortes de raisons, dans la presse fasciste, dans la presse radicale socialiste, dans la presse socialiste ou dans la presse communiste. C'est une chose très étrange aussi de voir combien elle est adéquate à certains moments de la pensée des divers corps ou familles politiques françaises ou européennes. Oui, et finalement, des deux côtés, oui. Cette modernité a été aussi bien fasciste que soviétique. Ou que radical socialiste. Ou radical. Oui, ou que toutes sortes de choses. Ou qu'anarchiste. Parce que quand il a un des articles les plus favorables à la cité radieuse de Marseille, quand il est achevé, en 1952, je crois, c'est dans la presse anarchiste.
Mais pour revenir à notre sujet, c'est quand même bien la haine ou la détestation de la ville telle qu'elle était, même si elle avait des gros défauts que vous nous avez rappelés, qui étaient indéniables aussi. Alors, si on va encore plus loin, là, on peut dire qu'il y avait quelque chose de radical dans le fait de raser Paris pour le reconstruire complètement autrement. Il y a un mot, évidemment, que vous avez prononcé tout à l'heure, Patrick, c'est urbicide. C'est un mot qui a été inventé, dit-on, par l'ancien maire de Belgrade, de Bogdan Bogdanović, je crois, au moment de la destruction de Sarajevo. Peut-être qu'on pourrait mettre la diapositive de Sarajevo. Est-ce que urbicide, c'est un mot qu'on peut... Oui, voilà. Bon. C'est une image, hein, 1994, en pleine guerre civile de l'ex-Yougoslavie. Que pense le médiéviste du terme d'urbicide? Qu'est-ce que... Je me souviens de ça. Je me souviens du moment, effectivement, où ce mot urbicide ou urbanicide, d'ailleurs, les deux terminologies hésitaient à ce moment-là, en 1994, surgit dans le débat public, parce qu'il était évident qu'à ce moment-là, il y avait une violence acharnée, particulière sur Sarajevo, en tant que Sarajevo était pas n'importe quelle ville, mais une ville qui, d'une certaine manière, avait, au regard de l'histoire, rassemblé et capitalisé toutes les vertus, ou tous les vices pour ceux qui la détestent, du cosmopolitisme. Et que ce dont on parlait là, c'est-à-dire la question de la diversité, là trouvait un point de cristallisation qui justement cristallisait la haine. Et la question effectivement de pourquoi on s'acharne sur les villes et pourquoi les bombardements, au-delà des aspects militaires ou stratégiques, semblent viser les lieux de culture particulièrement, avait, je trouve, à ce moment-là, une acuité qui a d'ailleurs suscité des travaux en histoire urbaine comparée, la destruction des villes. On s'est posé la question de savoir si, par exemple, la composition sociale des troupes serbes, le plus souvent, effectivement, des paysans analphabètes qui avaient quelques rancœurs, comme peut-être les chevaliers de Simon de Montfort en 1209 à Béziers, quelques rancœurs personnelles contre une ville qu'ils imaginaient effectivement être, pour le coup, oui, la nouvelle Babylone, si ça n'avait pas effectivement été moteur d'un acharnement. Et depuis, évidemment, malheureusement, à Mariupol ou ailleurs, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se définit spécifiquement dans la destruction systématique des villes confondues avec leurs lieux de culture. Ici, c'est évidemment une bibliothèque. Il y en a une autre bibliothèque après qui me touche beaucoup. C'est la bibliothèque de la Holland Library, si on peut passer à la... Voilà, qui est devenue d'une certaine manière une image emblématique à la fois de la haine de la culture et du fait que, donc là on est à Londres pendant la bataille d'Angleterre, et c'est le plafond de la Holland Library qui a été détruit, et on ne sait pas qui des livres ou des rayonnages soutient l'autre. Et donc il y a une représentation à la fois terriblement triste, presque kafkaïenne, puisque ces hommes se tournent le dos, sont pétrarchiens, en somme, chacun dans leur solitude, à s'affairer, à trouver consolation dans les livres. On ne sait pas d'une certaine manière si cette image est terriblement triste ou terriblement optimiste, si elle désigne pour nous, comme celle précédente à Sarajevo avec la musique qui sauve tout, eh bien le fait que seule la beauté sauvera le monde, beauté littéraire, beauté culturelle, ou au contraire,
Essayer de comprendre comment cette beauté culturelle, elle est toujours une cible. Et elle est toujours urbaine. Et elle est souvent urbaine, oui, quand le même. Plus souvent la question des bombardements est une question intéressante. Pourquoi on choisit de bombarder telle ville et pas telle autre, et qu'est-ce qu'on choisit de bombarder dans une ville? Je me souviens par exemple de ce que Michael Luken écrit sur les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Il y a bien des raisons stratégiques de taper Hiroshima le 6 août. Des raisons effectivement liées au port militaire, liées à l'approvisionnement, etc. Des raisons aussi plus psychologiques, parce que Hiroshima n'a jamais été bombardé, et donc il s'agit de créer une terreur dans la population qui n'est pas préparée à ça, ou qui n'est que trop préparé, qui s'y attend, et ça va susciter effectivement avec une grande perversité qui est documentée dans le choix, lorsqu'ils ont à la fin décidé de taper d'abord Hiroshima puis Nagasaki. Il y a effectivement, ils choisissent deux villes en connaissance de cause. Hiroshima qui n'a pas particulièrement de qualité architecturale à ce moment-là, mais Nagasaki, oui. Et Nagasaki, c'est parce que c'était dans le Japon de Edo une des rares portes d'entrée vers le Japon. Et là, on a effectivement peut-être, sinon cette constance, du moins cette régularité, c'est qu'on va, et on l'a vu à Mostar, on l'a vu effectivement dans les guerres de l'ex-Yougoslavie, on va viser le pont, c'est-à-dire au sens propre comme au sens figuré. Ce qui relie. Merci. Alors, en quelques minutes, chère Isabelle, je voudrais que vous nous racontiez une autre histoire de destruction qui n'est pas une histoire de bombardement, mais peut-être qu'on va nous montrer, Romain, si vous pouvez nous montrer l'îlot insalubre 16. L'histoire des îlots insalubres qu'on va détruire d'une autre façon. Alors en fait... Ah non, alors le suivant... Oui, non, mais on peut garder celle-là ou l'autre. Aussi, oui, l'une ou l'autre. Donc là, c'est la carte de Paris. Alors, sur un mode mineur, mais qui est une forme de synthèse de ce qu'on a dit précédemment, entre l'insalubrité, le fonctionnalisme, l'hygiénisme et la modernité de la ville. Et puis, ce qui vient d'être dit sur le fait que parfois, ce n'est pas seulement le bâtiment qu'on veut détruire, mais c'est aussi la société qui y vit et les communautés qui y vivent. En 1920, sur la carte de Paris, on délimite 17 îlots insalubres qui ont pour caractéristique d'avoir une mortalité par la tuberculose supérieure à une moyenne qui a été calculée. Bon, je vais très vite, mais il y a bien d'autres immeubles et portions parisiennes où le bâti est à peu près dans le même état. Et de 1 à 17, il y en a 17, ils sont du plus néfaste au moins néfaste. Le premier, c'est le plateau sur lequel a été construit Beaubourg. On a détruit en 1930 une partie donc, de cet îlot. Et puis, dans les années 70, on a construit le musée Beaubourg. Et moi, j'ai fait cette enquête dont Valérie parlait tout à l'heure sur le numéro 16 que vous voyez, qui est en bordure de Seine, qui aujourd'hui est dans le quartier du Marais. C'était donc, et c'est ce que j'étudie dans le livre, comment on passe d'un îlot insalubre à un secteur sauvegardé à partir de 1964. Et alors que cette liste avait été posée en 1920, ce qui m'a intriguée, c'est pourquoi on a commencé par le numéro 16, c'est-à-dire finalement l'avant-dernier. Alors, il faudra lire le livre, qui est un peu copieux, mais en fait, si on s'est attaqué à la fin des années 30 à cet îlot-là, c'est que d'une part, il y avait des projets d'architectes assez radicaux qui s'inscrivent un peu dans le sillage de Le Corbusier, qui voulaient détruire quasiment toutes les églises et tous les hôtels particuliers. C'était quand même un quartier aristocratique au XVIIe et XVIIIe. Donc là, on élargissait les rues, on les alignait avec les ponts et on circulait davantage. Donc il y a dans les revues d'architecture, notamment l'architecture française, il y a des projets assez radicaux. Et puis, il y a un autre camp qui va réagir, c'est ceux donc, qui sont les tenants du patrimoine et qui vont dire non, on ne peut pas tout massacrer, il faut conserver. Bataille entre ces deux camps. Et ce qui va déclencher l'aménagement de cet îlot à la fin de l'année 41, c'est qu'il y a une autre conviction, en plus de l'insalubrité, c'est que ce quartier serait un ghetto juif.
Et donc, en 1941, alors que l'aménagement était en panne, on ne pouvait pas reloger, on n'avait pas d'argent pour lancer les travaux, on imagine que la communauté juive étant nombreuse, on va pouvoir le faire plus facilement. Et donc, en pleine occupation, on a effectivement chassé 12 000 habitants, les juifs comme les non-juifs, et il s'avère, et bon, ça c'est en faisant l'enquête que, en fait, il n'y avait pas du tout une majorité d'habitants qui étaient juifs, mais voilà, la représentation et la réputation étaient tenaces. Et si Vichy s'est lancé dans cet aménagement, bon, Vichy s'est arrêté à la Libération, donc on n'a pas été très loin, mais enfin, on a quand même chassé les habitants, et il y a un certain nombre, si vous vous baladez donc au sud de la rue François Miron et de la rue de Rivoli, vous verrez qu'il y a un certain nombre de bâtiments qui ont été quand même détruits et reconstruits dans les années 50-60. On en a sauvé d'autres dans l'hôtel de Beauvais. Il faut imaginer qu'il y avait une 60aine de familles qui vivaient. Donc voilà, il y avait aussi une installation de la population, quelle qu'elle soit, qui s'était accommodée du bâti et qui y vivait très bien. Mais ça, c'est devenu insupportable au XXe siècle. Et finalement, l'histoire de cet îlot, c'est une forme de synthèse des diagnostics et des remèdes de ce qu'on n'aime pas dans la ville et de ce qu'on voudrait voir transformé. Mais c'est quand même des forces antagonistes qui ont fait que y a eu, les hôtels ont survécu, et puis surtout le paysage urbain, puisque va maturer dans cet espace urbain l'idée du secteur sauvegardé de la loi Malraux de 1962. Merci. Oui, toujours cette ambiguïté. François, vous avez été un de ceux qui ont acclimaté le terme urbicide, c'est ce qu'on raconte en France. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui, Jean-Pierre? Je n'ai pas acclimaté à ce point-là, mais j'étais de ceux qui... Je suis allé plusieurs fois à Sarajevo à Paris 93 pendant la guerre, et je me suis occupé, bien sûr, c'était mon métier, de faire sortir des architectes et de donner un retentissement architectural à ce drame. Le concept, enfin la notion, est donc de Bogdan Bogdanovic, qui était l'ancien maire de Belgrade, qui à cette époque-là était réfugié avait quitté Belgrade et était réfugié à Vienne. C'est un terme auquel j'adhère un peu, mais je le sens aussi très... Enfin, il est un peu idéologique aussi, ce qui nous porte parfois un peu trop loin, quoi. Donc, bien sûr, il y a eu des crimes absolument du type antipatrimonial. La destruction du pont de Mostar par des crétins, pas du tout sur ordre de Belgrade, par des crétins militaires avec paf, qui ont tiré au canon sur le pont. Bon, très bien. Vukovar, c'est une action de guerre abominable qui détruit la ville de Vukovar. Sarajevo, où je suis allé plusieurs fois pendant la guerre, c'est une autre affaire. D'abord, Sarajevo est une ville très étendue, 10 ou 15 kilomètres de long, le long d'une rivière, d'une vallée, entourée par des collines, et notamment sur la partie la moins urbanisée, la partie sud, des collines où étaient les troupes, où étaient les snipers, et éventuellement Les banlieues étaient des banlieues qui n'étaient pas habitées par des Sarajeviens. Sarajeviens, c'est une sorte de population, il n'y avait plus beaucoup de juifs, il y avait des gitans, mais il y avait quand même une espèce de population un peu cosmopolite, mêlée, des familles dans lesquelles on était musulmans et orthodoxes, etc. Donc c'était une espèce de rêve, peut-être un peu fantasmé, parce que si on lit Ivo Andrić, on voit quand même des écrits, sur, des trucs sur la peur ethnique à Sarajevo, encore à son époque. Hein. Donc, et puis, il y avait les banlieues très longues. Et une banlieue qui ressemble à nos banlieues, à nos HLM, un peu, pas mal construites d'ailleurs. Et ces banlieues étaient habitées par des paysans, bien sûr comme chez nous. Donc des paysans venus de la campagne, chassés par la pauvreté. La paysannerie, si on voit ces premières photos de rébellion des villages, les gens ont des faux et des choses comme ça sur les photos en 92 ou 13. C'est une paysannerie archaïque, la paysannerie. Donc c'est une paysannerie dont on, peut-être, sans doute, elle nourrissait une certaine haine de la ville, probablement. Bon, il faudrait le prouver, il faudrait faire un travail plus historique que le travail idéologique qu'on a mené à l'époque. Sarajevo n'a pas été détruit. Sarajevo a été torturé infiniment. Ils pouvaient très bien détruire Sarajevo. Ils ont détruit des quartiers de banlieue. Hein. Mais Sarajevo, c'était les snipers, et c'était constamment ping, 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 des attentats qui, un jour, faisaient cramer un petit gratte-ciel, qui, un jour, détruisaient la bibliothèque, etc. Mais ce n'est pas une volonté de destruction. Je pense que c'est plutôt une volonté d'intimidation et de terreur, je dirais, lente, pendant des mois, 2-3 ans, je ne sais plus. C'est pas tout à fait un urbicide.
Je pense aujourd'hui. Mais enfin voilà. D'ailleurs, si vous retournez, je ne suis pas retourné. Si, je suis retourné une fois ou deux. Mais il y a longtemps, la ville vous paraît comme elle était autrefois, à part quelques monuments qui ont été détruits. Mais l'acharnement était là. L'acharnement contre cet isolat, contre cette ville ennemie. Voilà, il y a un acharnement absolument effectif, y compris dans les gens affamés, dans les gens qui pourraient leur bibliothèque, etc. Donc la ville a été torturée, infiniment torturée. Elle n'a pas été détruite comme parfois on se le figurerait, quoi. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas si on a convaincu Christophe de Gruel qu'on pouvait haïr les villes. Je suis vraiment désolée, mais il est 20h et il faut fermer. Alors, nous ne prendrons pas de questions, mais nous avons quand même l'idée qu'au début, on a commencé un peu tard. Alors, merci à tous. Merci à tous les trois. Et... Bon, bah écoutez, vous avez convaincu votre public. Et à quelle heure on peut aller écouter demain la suite sur les libertés, l'air de la ville qui rend libre, peut-être aussi, est-ce pour ça 17h, non 17h, oui. Ici même. Et puis beaucoup d'autres choses encore demain matin, sans doute. Bonne soirée à tous et merci.